Jemina Benhabib, bonjour. Bonjour, La Fédération des maisons de la laïcité est très heureuse de vous recevoir pour cette rencontre. Merci d'avoir accepté notre invitation. merci à vous. Donc ce moment, nous allons le partager avec des internautes. Et pour entamer cet échange, nous aimerions revenir sur votre parcours qui est un petit peu hors du commun. Donc vous êtes fille d'un père algérien, d'une mère chypriote grecque et vous avez fui l'Algérie en guerre civile pour la France et ensuite pour le Québec, où vous avez suivi plusieurs filières d'études. Pouvez-vous un peu nous parler de vous? Oui, alors comme vous l'avez dit, j'ai grandi en Algérie et j'ai quitté ce pays en 1994 lorsqu'il était en proie à une montée fulgurante de l'islam politique. Ma famille, comme de nombreux autres, ont été directement visés, ciblés, parce qu'à l'époque, tout ce qui gravitait autour de l'intelligentsia, de l'université, c'était des cibles faciles qu'il fallait abattre. Et dans ces conditions, nous avons dû quitter l'Algérie pour nous réfugier d'abord en France, où mes parents sont toujours installés, et par la suite, j'ai décidé de partir seule pour le Québec et de revendiquer le statut de réfugié politique une fois arrivée au Québec. J'ai entrepris des études en sciences pures, donc en sciences exactes, en physique, plus précisément en Algérie. Cursus que j'ai poursuivi d'abord en France et par la suite que j'ai aussi, finalisé, parachevé au Québec. Mais plus encore, j'ai décidé de d'étendre mon domaine d'expertise aux sciences politiques, mais aussi au droit international, à la communication, puisque j'ai pratiqué le journalisme aussi. Et ce choix a été, s'est imposé à ma vie parce que très tôt, je me suis rendu compte que l'expérience que nous avions vécue en Algérie, celle de 1990, c'était une expérience universelle. Donc cette confrontation entre, d'une part, des forces, réactionnaires, obscurantistes, et par ailleurs des forces beaucoup plus libérales d'un point de vue philosophique. C'était une histoire, somme toute, commune à toute l'humanité. Et donc j'avais envie de m'approprier des outils intellectuels, d'abord pour comprendre mon histoire et pour décrypter mon pays, et ensuite pour partager cette histoire avec d'autres. Alors, partagez votre histoire, vous le faites. Vous êtes écrivaine, politologue, vous êtes aussi femme et laïque engagée, donc vous exprimez régulièrement sur ces différents sujets, sur les valeurs qui vous tiennent à cœur, et cela vous vaut des attaques en justice ou même de vous trouver sur des listes d'appel au meurtre. Alors nous aimerions savoir comment est-ce qu'on fait pour continuer le combat et le combat laïque dans ces conditions? Bah, écoutez, il faut tout simplement avoir la force de ses convictions. Je pense que moi, dans ma vie, j'ai eu des modèles absolument exceptionnels. Et ce que nous avons vécu en Algérie dans les années 90, c'est-à-dire cette confrontation brutale avec des forces extrêmement violentes, mais par ailleurs aussi des forces intelligentes, des forces dévouées, m'a permis, en tout cas, de me nourrir intellectuellement, mais surtout humainement. C'est-à-dire, ça m'a donné la force. C'est pour ça que dans mon premier livre, je dis clairement: «L'Algérie m'a donné la force, la France la liberté et le Québec des ailes», parce que dans chacun de ces pays, j'ai puisé, un espace pour me réaliser. Donc c'est véritablement au Québec où je me suis vraiment découverte, et j'ai pu vivre telle que je l'entendais, c'est-à-dire une femme libre, une femme laïque,
laïque, une femme de culture ou d'héritage musulman, ouverte sur le monde, sensible aux autres, totalement dédiée donc à l'émancipation de ma collectivité qui à l'époque donc était le Québec. Et vous parlez de femmes libres, de femmes émancipées. Vous militez énormément pour le droit des femmes. Mais pensez-vous que ce combat soit aussi le combat de tous les hommes pour une société plus égalitaire, plus laïque? Ah oui, à fond, je veux dire, ce combat, c'est celui, des femmes et des hommes, c'est celui des 2. En réalité, moi, j'ai grandi dans une famille donc de scientifiques, hein. Mon père est physicien, ma mère est mathématicienne et je dois dire, que mon père est un grand féministe. Donc c'est mon père qui a vraiment, tenu à ce que nous ayons exactement la même, éducation à mon frère et moi. C'est lui qui a veillé donc dans cette, société qui est une société patriarcale donc en Algérie, donc à veiller à me donner les outils, à me protéger quand cela était donc se sentait, je me sentais donc en insécurité. C'est lui qui m'a aussi permis de me réaliser, de grandir, de m'émanciper. Donc oui, ça c'est un combat universel. Le combat pour les femmes, c'est aussi un combat qui s'inscrit dans un cadre qui est beaucoup plus général, qui est celui des droits humains. Vous nous dites, la France m'a donné la liberté, le Québec m'a donné des ailes. Vous êtes en Belgique maintenant depuis un peu plus d'un an, un an et demi. Vous êtes au CAL. Qu'est-ce que vous pensez que la Belgique peut vous donner en plus après cela? Bah, écoutez, la Belgique, c'est un pays qui est, très particulier, qui occupe une place, assez spéciale pour moi. Parce que c'est un pays que j'observe d'une façon, très attentive et je suis très curieuse vis-à-vis de l'évolution de ce pays, depuis, peut-être, une dizaine d'années. Ce pays, me fascine, enfin il a autant, de points de fascination pour moi que des points de curiosité, et donc pour ma part, c'est, disons, un point d'observation qui est encore, intéressant, surtout sur les thématiques, sur lesquelles je travaille, c'est-à-dire, celles, qui ont trait donc à l'islam politique, celles qui ont trait à la citoyenneté, à la construction de l'Europe, à la lutte contre les fondamentalismes. Donc, Bruxelles n'est pas n'importe quelle ville, c'est une ville, c'est une grande ville, c'est une ville cosmopolite, c'est une ville qui a été, qui est beaucoup investie par différents lobbies que je vois aller. Donc, et donc, ce combat que je mène contre l'islam politique, il me paraissait aussi essentiel de le partager avec mes amis du Centre d'action laïque. Oui, vous avez rejoint le Centre d'action laïque le 16 juin 2019. Enfin, vous annoncez votre déménagement en Belgique et le même jour, une loi sur la laïcité de l'État est adoptée au Québec. Est-ce que c'est une coïncidence? Non, certainement pas. En fait, moi, je suis une personne qui a le souci du devoir accompli. Et donc, le fait que je quitte le Québec, une fois que cette, loi donc a abouti, était tout simplement le résultat, d'un travail individuel, mais surtout d'un travail, collectif que nous avons mené, que j'ai mené avec mes camarades québécois, qui ont été, d'une force, d'une, résilience, d'un courage, d'une façon de se réinventer absolument, exceptionnelle, parce que rien n'a été simple. L'adoption de cette loi a été, très longue, a été, tortueuse. Nous avons connu et nous connaissons d'ailleurs, encore aujourd'hui puisque cette loi, elle est contestée devant les tribunaux. Nous, avons connu donc des moments, extrêmement difficiles et rien n'est encore, joué. Donc ça dit clairement que le fédéralisme canadien, tel qu'il a été conçu, structuré, autour de ce paradigme-là du multiculturalisme qui n'est en fait qu'un confessionnalisme,
ne peut pas cohabiter, ne peut pas accepter l'idée même que le Québec se donne ses propres lois pour essayer de structurer donc la société de façon laïque. Vous venez de nous parler donc de multiculturalisme. Vous mettez parfois en avant les dangers de ce que vous nommez la gauche multiculturaliste, ce que d'autres appellent parfois l'islamo-gauchisme. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur ces dangers? Oui, bien sûr. Alors, commençons d'abord déjà par définir le concept même de multiculturalisme parce que son contenu diffère d'un pays à l'autre et je vous avoue que son contenu diffère même d'une personne à l'autre. Donc, remettons donc les compteurs à zéro. En réalité, le multiculturalisme n'est pas l'équivalent du cosmopolitisme parce que si il y avait une quelconque équivalence entre le multiculturalisme et le cosmopolitisme, j'aurais été le pur produit. Je suis le pur produit du cosmopolitisme. Je suis de père algérien, je suis de mère chypriote grecque, je suis née en Ukraine, j'ai grandi en Algérie, j'ai passé une partie de ma vie en Europe et au Québec. Donc l'ouverture au monde, le cosmopolitisme, l'interculturalité, parler plusieurs langues, ça fait partie de mon histoire et de mon identité. Donc ça, c'est le cosmopolitisme. Par ailleurs, le multiculturalisme, c'est totalement différent. En fait, ce qu'on entend par multiculturalisme au Canada, c'est une organisation de la société qui tend à renvoyer chaque individu dans sa communauté d'origine, donc dans sa communauté ethnique. C'est-à-dire que si je suis née dans une famille musulmane, donc je suis forcément musulmane et je vais grandir forcément musulmane et je mourrai forcément musulmane. Donc, vous comprendrez par là que dans le multiculturalisme, il y a des déterminismes sociaux qui sont indépassables. Et donc, chaque communauté est structurée en fonction de ces déterminismes et faire un pont entre les communautés devient donc très compliqué. Donc, en conclusion, le multiculturalisme, le souci du multiculturalisme n'est pas l'émancipation de l'individu, n'est pas l'émancipation de la collectivité, mais c'est tout simplement un certain équilibre entre différentes communautés. Donc, il y a forcément une dualité entre ces différentes communautés et une entité donc qui est plus large et qui est l'entité politique. Donc c'est cette impossibilité d'être politique qui caractérise le régime multiculturaliste canadien. Est-ce que c'est entre autres pour ça que le collectif Laïcité Yala a été créé au niveau du Centre d'action laïque? Oui, alors le collectif Laïcité Yala, en fait, il répond à un besoin belge. Parce que, en fait, dans cette actualité donc, qui nourrit la Belgique depuis plusieurs années déjà, évidemment, l'islam occupe une place importante. Pour autant, la voix des musulmans laïcs, ils peuvent être croyants ou non croyants, le problème n'est pas là, n'est pas audible. Donc, où sont-ils? Que font-ils? Que proposent-ils? Qui sont-ils? Eh bien, on ne le sait pas. Et donc, ça me paraissait urgent de fédérer des personnes partageant donc les mêmes idées, c'est-à-dire une conception laïque des institutions de l'État autour donc de cette question donc, qui nous concerne, celle de vivre ensemble, celle de faire société ensemble lorsqu'on a donc un héritage musulman. Peut-on être partie prenante de la société? Peut-on être un citoyen à part entière ou nous sommes, condamnés à être une catégorie à part de la société? Alors évidemment, notre choix à nous, il est fait. Nous sommes des individus. Nous n'appartenons pas à des communautés fermées, des communautés ethniques et des communautés religieuses. Nos horizons sont ouverts et nous voulons partager donc notre destinée avec celle de nos concitoyennes et de nos concitoyens, quelles que soient leurs convictions et leurs croyances. Donc, ce que nous mettons en premier, ce n'est pas d'où nous venons ou qui nous sommes, mais c'est surtout quel est le bout de chemin qu'on veut faire avec l'autre. C'est ça la question qui nous intéresse. Et concrètement, quel sera le rôle de ce collectif Yala?
Alors le collectif, Laïcité Yadla, il a, d'abord, écrit un manifeste. Parce qu'il fallait évidemment qu'on se mette d'accord sur quelques idées de base et que l'on partage aussi un même diagnostic de ce qu'est la Belgique aujourd'hui, en tout cas cette partie, francophone, de la Belgique dans laquelle, nous vivons pour offrir des solutions. Et la façon avec laquelle donc nous nous sommes pris en fait une dizaine donc de membres. En fait, à la base, nous étions 12. Donc, c'était de partager ces idées pour mettre sur pied donc ce manifeste. Ensuite, on a créé donc on a organisé une conférence de presse pour pouvoir évidemment partager beaucoup plus largement. Et nous avions donc envie dès lors de créer des événements, partager des activités, organiser des conférences, répondre à des invitations que l'on nous faisait. Mais malheureusement, comme d'autres, donc nos ambitions donc sont modestes aujourd'hui vu la crise sanitaire. Et on continue de réfléchir évidemment sur ce qu'on veut faire, mais malheureusement avec donc des restrictions assez sévères quant à nos activités. Pour terminer un petit mot au niveau du CAL, et de votre engagement auprès du CAL, pensez-vous qu'il y a des combats laïques qui sont spécifiques à la Belgique? Il est clair qu'aujourd'hui, la Belgique fait face à un défi. C'est celle de la fragmentation. Je veux dire, aujourd'hui, la Belgique ne peut plus se morceler, continuer de se morceler comme elle le fait. Donc, on a véritablement besoin d'un projet de société qui nous rassemble, qui nous définit, qui nous projette aussi dans l'avenir. C'est important de le faire. Donc il y a cette inquiétude, si vous voulez, au sein de notre collectif, qui est nourrie évidemment par une actualité dans laquelle donc, on apprend qu'il y a une montée de l'islam politique, qu'il y a des attentats, qu'il y a aussi donc un pays voisin qui est la France et qui est constamment ciblé, qu'il y a des réseaux donc, entre les deux pays. Donc on commet des attentats en France et on vient se réfugier en Belgique. Donc ça, c'est quand même assez surprenant et assez particulier. Donc toute cette problématique est une problématique qui transcende les frontières nationales belges et qui, évidemment, nous invite vers une actualité qui est plus globale et plus mondialisée. Vous faites la distinction entre islam et islamisme. Est-ce que vous pouvez surtout pour les internautes nous réexpliquer cette distinction? Oui, bien entendu. En fait, l'islam, c'est une civilisation, c'est des cultures, c'est une religion. Et j'aime bien mettre un S à islam, un S majuscule à la fin, c'est pour dire qu'il y a une pluralité de postures qui existent dans l'islam. C'est-à-dire, tous les musulmans ne se voient pas évidemment de la même façon, tous n'ont pas la même relation avec la spiritualité. Donc c'est à chacun, il revient à chacun d'inventer son jardin secret, l'irriguer donc à sa guise, comme il l'entend. Et donc, dans cette palette d'islam, dans cette pluralité d'islam, il y a évidemment des postures qui sont extrêmement rigoristes, orthodoxes, mais il y a aussi des postures libérales. Il reste à savoir donc quelles sont les postures qui sont compatibles avec la démocratie, qui sont solubles dans la démocratie, et quelles sont les postures qui ne le sont pas. Parce que vous devinez bien qu'il y a des postures qui se mettent en opposition par rapport à la démocratie. Et ça, c'est typiquement donc l'islam politique. L'islam politique, c'est un courant politique, c'est une posture politique qui instrumentalise le religieux pour changer les normes sociales
et les structures sociales d'un pays. Et donc ça se fait y compris dans les pays musulmans. Et j'ai envie de dire que c'est véritablement là où ça a commencé, parce que la confrérie des frères musulmans, donc, qui a été créée en 1926, en 1928, pardon, en Égypte, a été donc pensée d'abord pour islamiser la société égyptienne, mais pour aussi islamiser les institutions et l'État donc égyptien. Et par la suite, évidemment, cette posture de l'islam politique, eh bien, elle s'est répandue un peu partout dans le monde musulman. Donc cette problématique, c'est pas une problématique belgo-belge, c'est une problématique véritablement mondiale, je veux dire, qui touche les musulmans de façon générale. Mais vous vous attendiez à croiser de nouveau la route d'un islam politique et radical dans les pays, occidentaux démocratiques? Oui, évidemment, puisque je travaille sur cette question de l'islam politique depuis suffisamment longtemps. J'ai vécu la montée de l'islam politique en Algérie. Donc, j'ai voyagé dans plusieurs pays musulmans pour essayer de comprendre cette problématique, essayer de la décrypter, de l'examiner, d'offrir aussi des perspectives de sortie, disons, de l'islam politique. Et naturellement, l'Europe a été une région ciblée par l'islam politique, pour la simple raison que dans les années 50, 60, il y avait une tension entre les régimes qui étaient en place au Moyen-Orient et la confrérie des frères musulmans, qui ont été, pour certains, emprisonnés, pour certains exécutés, pour certains ils ont sombré dans la clandestinité parce qu'ils étaient donc menacés par les régimes en place, et certains donc ont pris le chemin de l'exil, vers où partir. Les autres pays musulmans donc ne pouvaient pas les recevoir, et donc ils se sont dirigés vers l'Europe. Donc ils se sont installés en Europe. Et ils ont très vite compris qu'en Europe, bien, il y avait toute une marge, il y avait tout un espace, disons, à investir, de façon donc à pouvoir réorganiser leurs activités à partir de l'Europe vers le Moyen-Orient. Et à un moment donné, bon, bah, ils se sont dit, bah, pourquoi pas finalement, au lieu de nous disperser donc, entre le Moyen-Orient et l'Europe, bah, autant continuer d'investir, disons, en Europe. Et donc c'est ce qu'ils ont fait depuis les années 50-60, donc avec évidemment le père de Tariq Ramadan qui a fui l'Égypte pour s'installer d'abord en Allemagne et plus tard en Suisse. Si vous prenez, par exemple, prenons les exemples de la Belgique ou de la France, la laïcité est quand même un principe, universaliste de vraie démocratie. En France, elle est inscrite dans la Constitution. En Belgique, on en parle quand même dans certaines lois. Est-ce que vous pensez que sur le terrain, dans nos sociétés occidentales, nous sommes un peu trop laxistes par rapport au respect de l'application des lois qui ont trait à la laïcité? Oui, certainement, en fait, on a été laxiste, mais pas seulement vis-à-vis de la laïcité. On a été, en fait, laxiste sur d'abord notre analyse de la situation, notre analyse politique de la situation. Parce que, en réalité, on n'a jamais imaginé qu'un jour l'islamisme politique puisse gagner en autonomie et se poser en acteur politique autonome, et puisse présenter aussi un projet en direction des populations des diasporas. Donc l'idée ici, c'est que d'abord on a sous-estimé donc cette question-là. On n'a jamais anticipé sur l'évolution de l'islam politique, sur sa capacité de s'autonomiser, sur sa capacité de pénétrer donc les diasporas. Et après, nous avons cru qu'en
intégrant l'islam politique, c'est-à-dire dans la politique, je vois tout ce qui a été fait en France, la politique des grands frères, cette histoire d'acheter la paix sociale, que ce soit en France ou en Belgique d'ailleurs, donc avec des intermédiaires dans les quartiers, avec des associations totalement affiliées à l'islamisme, mais qui continuaient donc de travailler donc, en direction des jeunes, en direction des femmes, des catégories les plus vulnérables. Donc, on pensait que ça allait ramener donc une certaine paix sociale, on pensait que ça allait ramener donc une certaine sérénité dans les quartiers, compte tenu du fait que ceux qui s'adonnaient donc à ces activités, eh bien délaissaient leur trafic et la délinquance et que sais-je. Donc il y a eu aussi ce calcul, il y a eu aussi ce pari qui a été à mon sens totalement erroné, parce que d'abord, la paix, on ne l'a jamais gagnée, on a obtenu la guerre. Et par ailleurs, concernant la délinquance et le grand banditisme, il n'a jamais cessé. Et donc, finalement, nous n'avons eu ni la quiétude, ni la sérénité, ni la paix dans les quartiers. On a eu, au contraire, des enclaves où le séparatisme est prôné sans aucun complexe, où il y a des façons de vivre qui rentrent en totale contradiction avec la façon d'être dans le pays d'accueil, et donc ça crée des problèmes absolument insurmontables. Pour la fin de cette rencontre, il y a un sujet qui nous tenait à cœur d'aborder, justement, c'est la jeunesse. Ces derniers mois, donc la liberté d'expression, notamment au sein des jeunes, au sein des écoles, a pris un sérieux coup et a subi de nombreuses attaques. Je prends par exemple tout le débat sur les tenues correctes exigées pour les jeunes filles au sein des écoles, ou encore l'affaire Mila en France, donc du nom de cette jeune fille qui a blasphémé, entre guillemets, sur les réseaux sociaux et qui a été menacée de mort. Vous avez participé aux côtés de 50 autres personnalités à un livre, #Je suis Mila. Pourquoi était-ce important? C'était important parce que cette jeune adolescente a subi des attaques absolument innommables, des pressions incalculables et même des menaces de mort pour le simple fait d'avoir parlé d'une façon assez grossière de l'islam dans une discussion privée. Donc c'était totalement déplacé, et les réactions qu'elle a, disons, subies étaient totalement disproportionnées par rapport aux gestes, je veux dire, qui étaient un peu naïfs et spontanés, compte tenu des attaques et des insultes qu'elle a subies. Donc ça me paraissait très important de réaffirmer donc cet attachement d'abord à la liberté d'expression, mais aussi à la liberté de conscience. À la liberté de conscience qui nous permet aussi de désacraliser les dieux. Certes, les dieux peuvent constituer donc des êtres exceptionnels, mais pour ceux qui y croient. Et pour ceux qui n'y croient pas, ce sont des êtres comme les autres. Et ça, c'est bien important de le dire et de l'exprimer, parce qu'on a toujours l'impression et le sentiment que la société aujourd'hui est structurée autour des croyances, de plus en plus d'ailleurs, et ces croyances deviennent inattaquables, et le reste de la société, qui ne se reconnaissent pas dans ces croyances, ont l'obligation de respecter ces croyances. Eh bien non, je veux dire, la démocratie, ce n'est pas ça, ce n'est pas des catégories de citoyens et des sous-catégories de citoyens. Si toi, tu as le droit de sacraliser ton Dieu, eh bien moi, j'ai le droit de le désacraliser, j'ai le droit de le critiquer, et j'ai le droit de le dire. Donc l'expression est extrêmement importante. Penser une idée, c'est une chose, mais pouvoir l'exprimer est une autre chose. Donc, dans cette démarche, si vous voulez, de Mila, pour moi, elle incarnait tout ceci. Et évidemment, c'était le symptôme d'un mal profond qui touche
nos sociétés, celui de l'autocensure, dès lors qu'il s'agit de l'islam ou de la critique de l'islam, une certaine façon, disons, politiquement correcte de vivre maintenant, de dire les choses, c'est-à-dire on peut même plus faire de blagues, on peut même plus, disons, déroger donc à certaines règles. Et ça me paraissait dangereux. C'est comme ça qu'on en arrive, au XXIe siècle, dans un pays démocratique, à avoir un enseignant qui se fait tuer comme Samuel Paty, pour avoir donné un cours sur la liberté d'expression et présenté des caricatures de Mahomet? Oui, Samuel Paty a été décapité. Donc, je veux dire, ce n'est pas un geste banal, c'est un geste qui est très lourd, très chargé symboliquement. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut accepter, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'un enseignant puisse se faire décapiter à quelques pas de son collège par des élèves qui l'ont identifié, par des élèves qui ont 15-14 ans, qui l'ont identifié, et l'assassin n'a à peine que 20 ans. Et c'est un réfugié qui a été accueilli par la France, donc avec sa famille, un réfugié tchétchène qui est d'origine russe, qui a été donc accueilli par sa famille, avec sa famille donc en France, voilà plus de 10 ans. Donc comment se fait-il qu'un jeune qui a été accueilli dans des conditions disons, de bienveillance, qui a fréquenté l'école française, a pu rentrer dans une telle, disons, rupture avec la société française jusqu'à donc assassiner un enseignant, c'est totalement incompréhensible en fait. On peut pas accepter ça. Il y a personne qui peut accepter donc cette situation-là qui est totalement, disons, insoutenable en fait. Et pour ces jeunes en perte de repères ou qui ont besoin de repères, comment leur assurer à tous une possibilité d'émancipation citoyenne pour éviter qu'il n'y ait des replis communautaires ou extrémistes? Est-ce que l'école a un rôle à jouer dans l'émancipation des jeunes? Évidemment que l'école a une ambition, a un rôle à jouer, parce que l'école offre et permet donc de grandir, permet de s'instruire, permet de s'outiller pour le monde de demain. Et donc, une école qui accepte de recevoir d'abord tous les enfants, une école qui mélange les enfants, une école qui se base sur la citoyenneté et non pas sur l'origine des parents ou sur la religion des parents, est une école qui élève, est une école qui instruit, est une école qui défait tous les schèmes d'aliénation qu'on peut aussi acquérir, soit dans une famille, soit dans une société, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que le projet donc, de la citoyenneté à l'école est essentiel, d'abord pour les enfants, pour la société, mais aussi pour l'avenir d'un pays, parce que qu'est-ce l'école sinon un miroir vers l'avenir. Donc moi, j'ai accueilli véritablement favorablement ce nouveau cours donc, de philosophie, d'éveil et de citoyenneté donc, qui a été introduit donc, voilà quelques années, parce que j'y ai vu précisément une possibilité pour des enfants qui n'ont pas forcément la chance de se poser des questions dans leur famille, dans leur entourage, eh bien un moment privilégié de rencontre avec ces grands philosophes qui ont façonné la pensée de l'humanité avec des cheminements assez exceptionnels, des mythes, des grandes idées. Donc nous avons besoin de se nourrir de ça parce que dans la vie, nous rencontrons tous des moments difficiles. Nous rencontrons tous des moments de vulnérabilité, de moments de précarité.
Et qu'est-ce qui fait que nous ne sombrons pas dans l'autre côté, dans la barbarie? C'est précisément cette façon de se remettre en cause, cette éducation, cette culture qui va me permettre de me rattacher à quelque chose, qui va me permettre de me rattacher à un lien que j'ai fait à un moment donné de ma vie. Et donc c'est foncièrement cette possibilité-là de grandir et de s'outiller, eh bien, qu'il faut à tout prix encourager. Et je dois dire grandir, parce qu'on s'entend qu'une heure, ben, c'est franchement peu. Il faudrait, il faudrait minimalement 2 heures, et même plus, parce que qu'est-ce finalement 2 heures par semaine? Franchement, ça passe tellement vite qu'on a à peine le temps d'aborder une question, de faire réfléchir les élèves sur une question, que déjà la cloche sonne et l'heure est finie, ou 2 heures sont finies. Espérons que nos politiques mettent enfin les moyens sur ce cours ambitieux et essentiel qu'est le cours de citoyenneté. Et merci beaucoup, Djemila Benhabib, d'être venue à notre rencontre à la Fédération des maisons de la laïcité. Merci à vous, grand plaisir.